Oui, donc c'est bon. Bonjour Émilie, comment vas-tu? Très bien, je suis très contente d'être là avec toi. Ouais, moi aussi, je suis très heureuse de t'accueillir. Alors, ce que je te propose d'abord, c'est de te présenter un peu, dire qui tu es, ce que tu fais actuellement dans ta vie, ton nouveau projet autour de la numérologie notamment. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, Émilie, je suis une femme entrepreneur, une maman, une épouse. J'ai 41 ans. Je suis en Haute-Savoie actuellement, vois-tu. Mais je n'ai pas toujours été entrepreneur avec la numérologie, hein. Auparavant, j'étais en congé parental pendant 4 ans et avant ça, j'étais fonctionnaire. Voilà, de l'université de Montpellier. Et donc, cette nouvelle carrière est arrivée, je dirais comme une bénédiction. C'était pas, enfin, je l'attendais en fait, mais voilà, c'est arrivé de façon tout à fait imprévue. Voilà, et aujourd'hui, du coup, je travaille en lien avec le développement personnel, avec l'outil numérologie. Mhm, Tu connais, puisqu'on a fait ensemble ton thème il n'y a tout à pas fait. longtemps. Donc j'aime bien me définir comme illuminatrice de chemin de vie, parce qu'en fait avec la numérologie, je vais aller regarder avec la date de naissance, les prénoms, nom de famille, ben, quelle est la mission que la personne est venue incarner. Et pourquoi je fais ça? Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai découvert ça début 2020, donc tu vois, ça fait pas si longtemps. Mhm. Euh, et, et pourquoi je dis ça? Oui, c'est ce qui m'a amené quand j'ai découvert cet outil à me dire mais voilà, c'est à moi maintenant de transmettre. Je ne peux pas garder ça pour moi, c'est trop précieux. Il y a tellement de choses incroyables qui se passent avec ça. Et pourtant, j'en connaissais des outils de connaissance de soi, tu vois. Je crois que mon premier bouquin de dev perso, j'ai dû le lire à 18 ans, donc j'étais déjà. Un bon cheminement. Ouais, voilà, ça fait longtemps que je suis tombée dedans, tu vois. D'accord. Et est-ce que justement par rapport à donc tu travailles dans la fonction publique et à ce moment-là, est-ce que dans ce métier-là, il y a eu un élément déclencheur? Alors tu dis effectivement, tu as rencontré la numérologie et ça t'a donné envie, mais qu'est-ce qui t'a fait en fait changer, te dire ok, je passe à l'action, je change, je crée quelque chose qui me ressemble? Alors, en fait, pour tout te dire, avant d'en arriver au fonctionnariat, juste après mes études, j'ai commencé ma vie professionnelle par l'entrepreneuriat. D'accord. Ouais, en fait, j'ai repoussé longtemps l'entrée dans la vie active. J'ai étudié le plus longtemps possible. Je suis partie plein de fois à l'étranger, tu vois, et à chaque fois que je revenais, j'avais toujours cette question-là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ça revenait tout le temps, tu vois, et à un moment donné, bon, bah, il fallait bien se lancer. Et j'avais tout plein d'expériences professionnelles. J'avais fait beaucoup de petits jobs, mais en vrai, j'avais vraiment peur d'entrer dans la vie active parce que je sentais que j'allais y perdre une certaine forme de liberté. Mhm. Donc, je m'étais dit, bah, je vais être prof de sport. Et, euh, et si je choisis cette carrière, au moins, j'aurai les mêmes vacances que les enfants, tu vois. D'accord. Finalement, ça n'a pas marché parce que je me suis rapidement rendu compte en animant des colos que j'étais absolument pas faite pour gérer des groupes d'enfants. Et, euh, et puis, euh, est arrivée sur mon chemin la réflexologie plantaire. Et je me suis pris de passion pour la réflexologie plantaire, pour la médecine chinoise, pour tout ce qui était énergétique. Enfin, c'était hyper nouveau pour moi. Je me suis formée en Reiki à l'époque, tu vois. Et, euh, et je sais pas, je devais avoir 23 ans, quelque chose comme ça. Et D'accord. donc, quand je me suis mis à mon compte, ben, c'était pas comme aujourd'hui où tu peux te faire connaître par les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'était carte de visite, tu vas chez ton petit commerçant. Et ben, c'était long au démarrage et financièrement, la plupart des gens qui s'étaient formés autour de moi avaient déjà un conjoint qui assurait le revenu du foyer pour se lancer. Et moi, ce n'était pas mon cas. Donc, j'ai réussi à tenir comme ça un an.
Et puis, au bout d'un an, mon conjoint a été muté à Toulouse. Alors, à l'époque, j'habitais Nantes. D'accord. Donc, il est muté à Toulouse. Je me retrouve, donc je le suis. Euh, et puis là, je me sens pas le courage de reprendre tout, tu vois, depuis le début. Mais au fond de moi, je sentais que j'avais cette âme d'entrepreneur qui était là, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai plutôt écouté mes peurs, en fait, parce que je me suis dit, OK, ben voilà, je sais plus, je devais avoir 27 ans. Je commençais à me dire, ben ouais, j'ai bien envie d'être maman, mais qu'est-ce que j'ai à offrir à mon enfant? Ce qui me faisait stresser, c'était de ne pas avoir de situation professionnelle stable. Mhm. Et en fait, du coup, j'ai laissé tomber l'idée de l'entrepreneuriat et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour assurer cette stabilité? Eh ben, peut-être que je vais pouvoir travailler à l'université auprès des étudiants étrangers, comme j'avais fait plein de séjours à l'étranger pendant mes études. Comme je parle plein de langues et que j'aime bien le contact avec les étudiants, je vais faire ça. Donc, D'accord. je me suis lancée là-dedans. Je postule dans plein de services administratifs. Je crois que j'avais 90% de réponses positives, donc voilà. Je me suis Ah dit, bon, oui, ça, bien. j'y vais. Et puis un an plus tard, je me dis, bon, c'est bien sympa, mais en fait, la collègue qui est en face de moi, qui fait la même chose, elle est payée le double parce qu'elle a passé des concours. Donc peut-être que tu vas te bouger et tu vas passer des concours et au lieu de gagner 900 euros, bah, tu pourras peut-être espérer gagner pas le double, mais un peu mieux, quoi. Mhm. Donc je suis retournée sur les bancs de l'école. J'ai préparé une licence d'administration publique et j'ai préparé des concours. Et j'ai atterri à l'université d'Angers, à côté de Nantes. Donc je suis repartie dans ma région d'origine. Alors, sur le papier, c'était super. En termes de reconnaissance sociale, c'était top parce que j'arrivais dans, ouais, j'étais dans un certain cadre. Euh, Une j'étais, certaine sécurité, ouais, finalement. c'est Ouais. ça, il y avait une certaine sécurité. J'avais un poste à responsabilité. J'avais la reconnaissance sociale. Euh, Sauf qu'au fond de moi, j'écoutais pas cette petite voix, tu vois, j'étais pas du tout. Voilà, je voulais me convaincre que c'était super parce que tout le monde me disait que c'était super, mais Émilie, mais t'as passé plein de concours, mais t'as réussi, bon, voilà, c'était fantastique pour tout le monde, mais pour moi, bon, effectivement, j'ai appris plein de trucs, c'était des chouettes moments, mais au fond de moi, je m'écoutais pas du tout, j'avais pas envie d'être là. Je détestais avoir à demander est-ce que je peux avoir 2 jours de congé. Enfin, c'était horrible pour moi de demander l'autorisation de pouvoir prendre des vacances. Enfin, c'était ça en fait. Mon truc, c'était que au fond de moi, je savais que je vendais en fait une part de ma liberté quoi, Mhm. en rentrant dans ce système. Mais d'un autre côté, j'avais tellement envie d'avoir voilà, j'avais tellement ce besoin de sécurité qui était présent que voilà, je l'ai comblé comme ça. Euh, Et justement, parce que tu parles bien de cette sécurité que tu recherchais, qui, en fait, ça a écouté tes peurs. Mais finalement, tu as refait le chemin inverse. Donc, il y a un moment, il y a eu quelque chose qui a fait que... Comment ça se fait que tu as osé retourner sur le chemin de l'entrepreneuriat, finalement? alors en fait, il y a eu une première naissance. Donc en 2010, mon premier fils est né. Et là, c'était waouh, la liberté, je vais pouvoir prendre un congé parental et j'étais mais trop contente, tu vois. Je me suis dit, ouais, bon, Émilie, quand même, si tu es contente à ce point de ne pas retourner bosser, il y a peut-être quelque chose à entendre. Sauf qu'un an plus tard, ben, moi, j'étais à fond avec mon bébé, dans mon congé parental, mais à un moment donné, il a fallu que je reprenne parce que financièrement, il le fallait. Et là, c'était super dur parce que j'avais pas de plan B. Donc, je devais retourner à ce boulot. Euh, je faisais aller-retour 3 heures pour y aller, tu vois. Ah oui. C'était déjà hyper dur de me séparer de mon petit. Et en plus, je repartais sur ce boulot. Je savais que ça. Je savais que c'était pas ma place, mais je voyais pas, j'avais pas d'autre perspective. Donc j'y retourne.
Et puis là, petite surprise d'accueil, n'est-ce pas, ma charmante chef de service me met au placard parce que je suis devenue mère, et puisque je suis devenue mère, je ne suis plus bonne à rien. Oui, bien sûr, c'est bien connu. Donc là, ça a été, si tu veux, le gros coup dur parce que, j'avais les boules de reprendre. 2, je tapais beaucoup de trajets pour y aller. Et 3, j'étais mise au placard. Donc concrètement, physiquement, le bureau que j'avais avait été alloué à la personne qui me remplaçait. Moi, j'étais, si tu veux, sur une table avec une chaise qui n'était même pas une chaise de bureau. Et j'avais quand même le luxe d'avoir un ordinateur, mais en gros, on ne me donnait plus rien à faire. Enfin, Ah oui. c'était un peu tendu. Donc forcément, les premiers temps, j'avais le blues et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, Émilie, tu as 2 options. Soit tu déprimes, là, tu te morfonds, ou soit tu te bouges. Et puis, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour te bouger? Donc je me suis dit, bah, je vais préparer d'autres concours. La fille qui n'a pas compris que c'est... préparer d'autres concours, et voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé d'autres concours. Et j'ai eu un poste, toujours dans la fonction publique, mais cette fois-ci à Montpellier. Donc là, je déménage 900 km plus bas et j'arrive à l'université de Montpellier. Donc là, c'était super, quoi. Enfin, j'avais eu le poste. Encore une fois, c'était la reconnaissance sociale. Je m'étais prouvé que j'étais capable. J'étais responsable de service, tout ça. Là encore, j'ai vécu plein de trucs super. J'ai appris plein de choses, mais au fond de moi, je sentais bien que j'étais pas à ma place. Et puis, plus tu montes en grade dans les responsabilités, plus tu as une certaine forme de pression politique. Tu dois représenter et tu dois entrer dans un espèce de formalisme. Et pour moi, je le voyais comme un théâtre géant. Tu vois, je devais incarner le rôle qui m'était assigné. Et puis, plus ça allait, et puis moins. Enfin, plus c'était discordant et moins j'arrivais à jouer le rôle qu'on me demandait de jouer. En fait, c'était compliqué, quoi. Et au fond de moi, je m'étais dit, ben, plus tu vas monter en grade, plus tu vas être peinard, et moins on va te dire, bah, tiens, tu prends tel jour. Effectivement, j'avais gagné une certaine forme de liberté, mais je la perdais d'un autre côté parce que voilà, il fallait représenter l'université. J'avais un poste important, donc et ben, voilà, j'avais un certain rôle à tenir. Et, j'essayais encore une fois de ne pas entendre cette petite voix et de me dire, mais si, mais Émilie, c'est bien, mais regarde, tout le monde veut ta place, c'est super, tu as ce poste-là. Ouais. Tu vois, ouais, j'ai ça, j'étais en train de me convaincre. Ouais. Et puis, ouais, en fait, j'ai rapidement déchanté quand je suis arrivée sur ce poste, mais j'étais hyper contente, j'étais enthousiaste, je déménageais dans le sud, j'étais super contente. J'avais décroché ce poste et c'était chouette. Sauf qu'une fois sur place, en réalité, d'autres personnes voulaient ma place et du coup, il y avait beaucoup de relations toxiques autour de moi et moi, je suis arrivée hyper naïve en fait, en me disant c'est super, on me demande de changer telle et telle façon de travailler, l'état d'esprit du service. Sauf qu'en fait, j'étais entourée de gens réfractaires au changement, que des personnes qui étaient là depuis, qui étaient en fin de carrière, auraient voulu ce poste que j'avais, donc j'étais la personne à abattre en fait. Ah donc oui. rapidement, ça a été très 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 compliqué parce que j'étais pas, j'avais l'impression d'être un peu, tu vois, dans la petite maison dans la prairie. Moi, j'arrive, tu vois, complètement naïve. Et là, bam, je me fais ramasser. Je devais animer des réunions. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et puis, au milieu des réunions, je me faisais défoncer par les collègues qui voulaient me mettre en difficulté. Donc tout ça, ça résonnait. Je voyais bien que ma place était ailleurs, tu vois. Et en même temps, je m'accrochais à ce truc-là, je faisais des preuves, je réussissais à relever des challenges et tout ça. Et puis, il est arrivé un moment où je partais au boulot, je partais à vélo et je partais au boulot en pleurant le matin, quoi, en me disant mais qu'est-ce que tu fais? Enfin,
pourquoi tu fais ça et je me mettais une pression incroyable parce que donc mon premier enfant était né et, euh, et mon conjoint était au chômage, comme on avait déménagé à Montpellier. Donc lui, il était au chômage, en congé parental, et officiellement, c'est moi qui portais la famille, tu vois. Oui. Et donc, j'avais un espèce de conflit intérieur qui me disait, mais barre-toi de là, c'est pas pour toi, qu'est-ce que tu fais à t'enfermer dans le fonctionnariat? Et puis d'un autre côté, me dire, ben ouais, mais c'est toi qui assures les revenus de la famille, donc il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes. En fait, je me disais tout le temps, il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes. Et ouais, c'était compliqué. Je pense que la première année, j'ai dû perdre beaucoup de poids. J'étais déjà pas épaisse, mais j'ai dû perdre beaucoup de poids tellement ça m'avait travaillé. Et je suis partie m'isoler. Je suis partie m'isoler en retraite méditative Vipassana à l'époque. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas, non. J'ai fait un stage de méditation de 10 jours pour me retrouver, pour me recentrer. Et dans ce stage-là, en fait, tu n'avais pas le droit de parler, tu n'as pas le droit d'écrire, tu dois être juste avec toi-même. D'accord. Chaque matin, on te réveille le gong te réveille à 4h30 du matin, tu te lèves, tu vas méditer, le gong sonne la fin de la méditation, tu vas manger, etc. Et pendant ces 10 jours, c'était mon cocon, tu vois. Des gens me disaient, mais comment tu vas faire sans parler? Tu n'as pas le droit d'échanger des regards avec les autres, tu dois être avec toi-même uniquement. Et c'était vraiment pour moi un espace je retrouvais une certaine forme d'espace de liberté, dans le sens où j'avais pas les sollicitations extérieures que j'avais pu avoir toute l'année avec mon boulot. J'étais pas non plus dans mon rôle de mère, ni dans mon rôle d'épouse, j'étais juste avec moi-même et ça m'a fait un bien fou, quoi. D'accord. Et pour autant, j'ai pas forcément eu tout de suite le déclic. J'ai passé beaucoup de temps à me chercher. Et ce qui m'a aidée, c'est toujours de continuer à apprendre sur moi, à faire des stages de développement personnel tout le temps, en fait, tu vois, d'essayer de trouver des réponses. Et c'était dur pour moi parce que les réponses, elles tardaient à arriver, tu vois. Moi, je les voulais rapidement parce que je voyais bien que, bon, bah, c'était sympa, aux yeux de tout le monde, c'était super. Voilà, toujours cette fameuse reconnaissance sociale, mais moi, j'avais envie de m'amuser, en fait. J'avais envie de me marrer, j'avais envie de déconner. Et puis finalement, je me retrouvais dans un rôle hyper formel, quoi. Et puis, ce temps d'attente, effectivement, quand tu cherches un peu, on va dire, ta voie, est souvent très long à vivre sur le moment, effectivement, ouais. Parce que on a l'impression que ça va jamais changer. Et en même temps, quand on regarde en arrière, on voit souvent, de par tout ce qu'on a déjà pu expérimenter, se dire, mais en fait, on a énormément d'outils, de bagages qu'on cumule pendant ce temps d'attente, en fait. Ouais, exactement. Et franchement, tous ces outils que j'ai cumulés, tu vois, même dans le cadre du boulot, j'avais accès à plein de formations et à chaque fois, j'allais chercher la formation en lien avec le dev perso. C'était ma bouffée d'oxygène, tu vois, ça me raccrochait à moi-même. Et puis après, le matin, quand je partais bosser, je me souviens, je mettais, tu sais, les vestes, je ne sais même plus comment tu appelles ça. La veste du travailleur, quoi. Le costume, le tailleur. La veste de tailleur, c'est ça que je cherchais. Et c'est ça. Et pour moi, je mettais mon costume, en fait. Et au bout d'un moment, j'en avais marre, en fait, d'être dans ce rôle. Et je me disais, mais jusqu'à quand ça va durer, quoi. Et puis, je suis quand même restée, je suis arrivée fin 2012 sur ce job à Montpellier et je suis quand même restée 4 ans. D'accord. Donc, c'était long, mais j'ai énormément appris. En même temps, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur les autres, parce que comme je te disais, moi j'étais tellement naïve que je pensais que tout le monde était gentil, et quand je me suis retrouvée... Non, mais c'est terrible à dire, mais c'est vraiment ça, quand je me suis retrouvée sur ce poste et que je me suis rendu compte que non, il y avait vraiment des gens qui
qui avait des intentions mauvaises, ça m'a fait un choc parce que quelque part, ça m'a sorti de mon... Je sais pas, je dirais que ça m'a obligée à entrer dans le monde des adultes d'une certaine manière, tu vois. Oui, je comprends. Et j'ai trouvé ça tellement violent, je me suis dit, mais non, mais pourquoi pourquoi les gens ne sont pas gentils avec toi? J'ai compris plus tard, voilà, qu'il existait différentes natures de personnes, voilà, et tout ça, j'ai pu le travailler avec des lettres de pardon, avec du développement perso. Et aujourd'hui, franchement, je remercie ces personnes d'avoir croisé mon chemin parce qu'elles m'ont permis d'apprendre énormément sur moi, de grandir. Mais sur le moment, c'était vachement dur parce que j'avais vraiment l'impression d'être face à une armée et moi, je venais comme ça, la fleur au fusil, tranquille, quoi, tu vois. Oui. Ouais, c'était ça en fait. C'était ça. Je dirais que il y avait beaucoup dans l'énergie, dans le vocabulaire. Tout était violent pour moi en fait dans cet environnement de travail. Il fallait toujours se défendre il fallait toujours défendre ses intérêts. Oui, mais attention, un tel veut nous piquer du budget, un tel veut nous prendre ça. Et c'était mettre beaucoup d'énergie. Dans un combat Ouais, inutile. c'est ça, exactement. Exactement. Et pour autant, si tu veux, j'étais toujours en train de me convaincre parce que ma mission, elle était noble, entre guillemets. J'étais là pour aider les étudiants à pouvoir bien vivre leur scolarité au niveau administratif, qu'ils puissent sortir avec leur diplôme à la fin de l'année, qu'ils puissent s'inscrire dans les meilleures conditions, qu'ils puissent partir à l'étranger. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient super chouettes dans le fond, si tu veux. Mais tout ça orchestré par un fonctionnement qui ne me convenait pas, qui me demandait de jouer ce rôle et qui m'empêchait d'être moi-même, quoi. Oui, c'est ça. On sent bien effectivement que c'était un besoin surtout de faire quelque chose qui soit plus à ton image et plus aligné avec qui tu es. Exactement. Et du coup, alors, donc tu es resté 4 ans dans cette université. Et après, c'est au moment du deuxième congé parental que tu as pris la décision de switcher ou pas? Ouais, c'est sauvé par le deuxième gong. Ouais, c'est ça. J'ai pris la décision de switcher à ce moment-là. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai été reçue par la direction des ressources humaines juste avant de partir pour mon congé parental. Et en gros, on m'a fait savoir, bon, Madame Blanchard, on a ouvert ce poste pour vous il y a 4 ans. Ne nous faites pas le coup de ne pas revenir. Enfin, c'était vraiment, franchement, pour moi, c'était, je les écoutais, j'étais là, je jouais mon rôle et au fond de moi, je me disais, je sais que je ne reviendrai jamais. D'accord, la décision était prise à ce moment-là. Ouais, la décision était déjà prise. Mais si tu veux, il y avait ce discours qui était là tellement infantilisant où on me disait, mais de toute façon, vous reviendrez et quels sont vos projets? Donc il fallait que je me projette alors que j'avais aucune envie de me projeter et que j'invente quelque chose qui corresponde à ce que la DRH avait envie d'entendre à ce moment-là. Et au fond de moi, je savais que je voulais reprendre le pouvoir sur ma vie et je me disais non, tu peux plus rester dans ces conditions. C'est eux qui sont en train de décider de ta vie là. Ils sont en train de te dire que tu n'es pas capable de mener ta vie comme tu l'entends et que c'est eux qui vont te positionner sur tel ou tel poste. Et encore une fois, avec ce fond de culpabilité parce que tu veux prendre un congé parental, tu vois. Enfin, oui. C'était vraiment lourd, quoi. Donc j'ai fait mon pot de départ et j'avais déjà annoncé à ma hiérarchie que je ne reviendrais pas sur ce poste. Je n'avais pas dit que je quitterais l'université, mais donc je suis contente parce que j'ai pu partir vraiment dans des bonnes conditions, avec je sais pas, j'ai eu des discours de remerciements, il y a eu un repas, un pot de départ, enfin, c'était super chouette, super beau. Et pour moi, c'était partir sur une belle note, tu vois. C'était clore ce chapitre et effectivement, avec l'excuse, entre guillemets, du congé parental, de je vais avoir un enfant, je vais m'en occuper. Mais au fond de moi, je savais que
que je ne voudrais pas revenir là. Et pour autant, j'avais beaucoup de gratitude vis-à-vis de tout ce qu'a pu m'apporter ce système, en même temps qu'il a aussi comblé mon besoin de sécurité, mais que mon chemin était ailleurs, quoi. D'accord. Et du coup, tu n'as pas tout de suite, on va dire, eu la rencontre avec la numérologie. Donc, ça aurait été trop simple. Donc, du coup, est-ce que tu avais déjà une idée d'un projet que tu voulais monter ou pas du tout? Tu te disais, je pars et on verra bien par la suite, quoi. Écoute, non, j'avais pas d'idée de projet. Je savais que je voulais profiter du temps avec mon bébé. Donc, ce que j'ai fait. Ensuite, c'est mon conjoint, lui, qui avait un projet. Et pour le coup, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de place pour le mien, mais si tu veux, son projet allait emmener la famille là où je suis aujourd'hui en Haute-Savoie. Il était en reconversion pro. Donc, sachant qu'on avait 2 enfants en bas âge, si tu veux, l'actualité, c'était pas tellement à ma reconversion pro, en fait. C'était juste... Donc, j'avais fait en sorte de mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir tenir le plus longtemps possible en congé parental, en me disant, bon, d'ici là, j'aurais bien trouvé une idée, tu vois. Donc, j'ai soutenu mon conjoint qui faisait sa reconversion pro. Lui, en fait, il s'est reconverti en éducateur à la pédagogie Montessori, tu vois. Oui. Et ça a impliqué qu'il se forme une année complète. Donc, il était vraiment à fond, la semaine, les week-ends et tout. Donc, moi, j'étais beaucoup prise par les enfants. J'avais pas beaucoup d'énergie parce qu'ils dormaient pas trop la nuit. Donc, si tu veux, mon projet professionnel, il était bien loin, quoi. Mais je me suis dit, bon, une fois qu'on va s'installer en Haute-Savoie, donc quand mon conjoint a eu son poste, je me suis dit, voilà, petit à petit, les choses vont se poser. Et puis, la première année, j'étais toujours avec mon petit Clément. Et quand il est rentré à l'école, ça faisait déjà... il avait 3 ans et demi, donc tu vois, ça faisait déjà un bon moment que j'étais arrêtée professionnellement. Ça faisait quasiment 4 ans que j'étais à l'arrêt. Donc là, c'est là que j'ai commencé à me reposer plein de questions. Bon, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas d'idée. Je sais que j'ai envie d'entreprendre, mais je ne sais pas dans quoi. Et en même temps, j'ai bien envie de retrouver mon indépendance financière. Enfin, voilà. Donc, j'ai mis du temps, mais au bout de 6 mois, j'ai refait un CV. Et j'ai commencé à me dire, peut-être que tu vas aller postuler à l'université à côté de chez toi et que tu vas commencer comme ça par un job administratif. Mais au fond de moi, j'étais tellement contente quand je recevais une réponse négative. Je me dis, je ne vais pas bosser pour eux. Mais enfin, j'avais toujours pas la réponse à ma question, tu vois, et ça commençait vraiment à me prendre la tête très sérieusement parce que je me disais, je sais ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux. Et je commençais à trouver le temps long, tu vois. Et puis, comme je continuais toujours à me former en dev perso, cette même année, j'étais en train de me former. C'était un week-end par mois. Je repartais à Nantes me former et j'ai découvert à ce moment-là mon thème en numérologie. D'accord. Chaque personne, on était une vingtaine de personnes et chaque personne du groupe passait devant tout le groupe et on lui restituait son thème, si tu veux. Et donc, quand ça a été mon tour, mais je me suis pas du tout reconnue, en fait. J'étais dans le déni total de ce qu'on pouvait dire de moi, tu vois. Donc, on m'explique, Émilie, tu es chemin de vie 1, tu es le leader, tu dois aller oser et tout ça. Donc, oui, si tu veux, j'avais connu ça, ce rôle de leader dans ma vie professionnelle. Mais après 4 ans de congé parental, je me sentais pas du tout une âme de leader. J'étais restée longtemps dans ma caverne, si tu veux. Et oui, non, mais j'ai connu ça aussi, effectivement. Tu connais, toi. C'est compliqué, effectivement, quand on s'arrête de se dire, est-ce qu'on est encore capable de se remettre en route, ouais.
C'est ça, exactement. Et là, on me dit, ben voilà, c'est toi, voilà, chemin de vie 1, tu dois oser, tu dois aller, tu dois montrer le chemin aux autres, tu dois emprunter les chemins les moins fréquentés, et en plus, eh ben, ton ascendant de chemin de vie, c'est le 11-2, donc tu es la messagère, tu dois inspirer les autres. Voilà. Alors moi, j'étais là, ok, super. Bah, Merci. du coup, ça m'a, si tu veux, à la fois, ça m'a amené de l'espoir et en même temps, ça m'a amené beaucoup de stress parce que je me reconnaissais pas du tout là-dedans et je me disais, tu vois, en numérologie, on parle beaucoup de lumière, la lumière de ton chemin de vie et l'ombre. Ben, moi, j'étais complètement dans l'ombre, mais j'avais du mal à l'admettre et en plus, je voyais pas du tout comment je pouvais, je voyais pas du tout comment je pouvais trouver la lumière parce que je me suis dit, c'est bien sympa, je vais entreprendre, mais je vais faire quoi concrètement quoi. Enfin, je veux bien, je dis ok, moi je veux bien, mais donnez-moi la formule magique enfin, je ne peux pas. Il me manque les ingrédients quoi. J'avais la carte, j'avais la boussole, mais voilà, Il je manquait savais pas. le comment je m'y prends, effectivement. C'est ça. Comment je m'y prends et puis au fur et à mesure, bah, tout ça s'est intégré. Euh, Et c'est là peut-être que tu t'es formée en numérologie. Tu as décidé de... Ça t'a quand même titillé, ce thème numérologique, disons-le. Oui, mais alors je n'ai pas décidé de me former. C'est là que c'est très comique. C'est ça que je voulais dire. Je m'étais dit, ok, tu sais quoi, Émilie, tu sais faire de la réflexologie plantaire, tu n'as pas oublié tes acquis. Et je décide de reprendre mon activité en libéral euh, au, mois de, au mois de février pour commencer en mars. D'accord. Donc, tu vois bien ce qui se passe au mois de mars 2020. Pile la semaine, alors j'avais trouvé l'endroit où je pouvais reprendre en réflexologie plantaire, et je m'étais dit, tu sais quoi, c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui te porte vraiment, parce que je sentais que moi j'avais besoin de parler, d'échanger avec les gens. Et quand tu es en soins, en réflexologie plantaire, bah, tu parles pas en fait, tu laisses juste le soin se faire et la personne en profiter. Et c'est ce qui me manquait. Moi, j'avais envie de discuter, j'avais envie de parler avec les gens, mais je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Tu reprends ça, ça va te remettre le pied à l'étrier. Et puis après, les portes vont s'ouvrir, tu verras bien. Mais bouge, quoi, fais quelque chose. Donc voilà. Donc j'en étais là en février. En mars, je suis censée reprendre. Et pile, quand je suis censée reprendre, le confinement arrive. Super. Donc, Donc, t'imagines, j'étais là, bah, c'est super, enfin, je comprends pas l'univers là, enfin, je me bouge, j'essaye de mettre en place des choses et là, toutes les portes se ferment. Donc, ouais, les 2 premières semaines du confinement, j'ai pris cher au moral, j'étais dégoûtée, j'avais le moral au ras des pâquerettes parce que je me retrouvais bah, à nouveau maman au foyer alors que j'avais envie de sortir de ce rôle-là. Mon mari il bossait à distance, donc du coup, c'est moi qui m'occupais des enfants. Et je me sentais hyper coupable de ne pas être épanouie à m'occuper des enfants. En fait. Oui, je comprends. J'ai compris plus tard que finalement, j'étais dans la filiation du chemin de vie de ma mère, qui est chemin de vie 6 comme toi, et qui du coup, elle a élevé ses 4 enfants, vraiment, enfin, c'était son truc, quoi. Et moi, je comprenais pas pourquoi c'était pas aussi épanouissant pour moi que pour ma mère finalement. Et je l'ai compris avec la numérologie. Je me suis dit, oui, mais Émilie, arrête de vouloir vivre le chemin de vie de quelqu'un d'autre. Ton chemin de vie, c'est pas le même. Et quand bien même j'aurais été chemin de vie 6 comme ma mère, j'aurais peut-être vécu tout à fait différemment. Et en fait, donc, comment est arrivée la numérologie, c'était assez rigolo. C'est que ma petite sœur s'inscrit à cette formation en numérologie. 3 jours avant, elle me dit, écoute, Émilie, je suis hyper gênée vis-à-vis de la formatrice de me désister de cette formation. Est-ce que tu veux prendre ma place? Excellent. Et là, j'avais envie de dire, mais oui, mais carrément, ça me plaît. Première question, c'est comment je vais la financer? Et deuxième question, c'est qui va s'occuper des enfants pendant que moi, je suis en formation en visio. C'était, voilà, ça durait sur plusieurs jours, bah, sachant qu'il faut bien que je m'occupe des enfants.
Bref, les solutions sont arrivées d'elles-mêmes. J'ai pu suivre ce premier niveau de formation et là, j'ai eu l'impression d'avoir, tu sais, les petites bulles de champagne qui remontent là, tu vois. Et ben, j'ai eu l'impression que c'était d'un seul coup, on m'avait enlevé le bouchon, tu vois, et j'avais toute cette, je sais pas, c'était par vague, toute cette joie qui revenait, tu vois, comme si j'avais mis des couches et des couches dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais vachement de joie à l'intérieur de moi parce que tous ces derniers mois, je me sentais plutôt triste parce que j'en avais marre de chercher, de ne pas trouver. Et là, mais je dirais que j'étais euphorique en fait. J'étais hyper contente parce que à la fois, je comprenais plein de trucs sur moi avec cette formation et, euh, et je sentais que des portes s'ouvraient, mais j'étais pas du tout en train de me dire ah bah tiens, tu vas en faire ton métier, tu vois, tu vas travailler avec ça. Et j'étais pas du tout là-dedans, j'étais juste en train de décrypter mon thème et de comprendre ce qu'on avait pu me dire quelques mois auparavant, tu vois. Et puis, les choses se sont enchaînées parce qu'en fait, cette formation, elle était sur 4 niveaux et normalement, c'est un niveau par trimestre, tu vois. Et là, il s'est trouvé que c'était un niveau par mois parce que finalement, le confinement durait. Et du coup, je me suis formée en 4 mois au lieu de me former en un an. Et à chaque fois, ça m'a fait le même effet de me rendre compte de. J'étais tellement euphorique que, si tu veux, dès que la formation finissait, j'allais partager à mon conjoint. Je lui disais, mais j'ai découvert ça, j'ai appris ça. Et, euh, et puis, au fur et à mesure que le temps passait, je dirais que les choses se sont enchaînées sans même que j'ai à réfléchir à ce que je devais faire avec ça. C'est comme si j'avais demandé depuis tellement longtemps, ok, j'ai compris l'univers que je dois faire autre chose, prendre ma vie en main, entreprendre, mais aidez-moi, enfin, donnez-moi quelque chose. Et j'ai compris que je l'avais cet outil et que finalement, avec tout ce que j'avais pu acquérir tout au long de cette vie, ça venait recoller les morceaux du puzzle, tu vois. Et les pièces assemblées, oui. Ouais, les pièces du puzzle, c'est ça. En fait, ça venait reconstituer le puzzle et je me suis dit, ben voilà, t'as tout devant toi, Émilie, bingo, quoi. Et puis au moment où je réalise ça, j'ai un ami qui m'appelle et un ami de longue date qui habite à un quart d'heure de chez moi alors qu'on est tous les deux de Nantes. Et il me dit, bon, la fin du confinement arrive, il a des congés, il me dit, écoute, je cherche une formation en développement perso, Émilie, est-ce que tu connais quelqu'un qui forme? Là, je me suis dit, bon, c'est un signe pour toi, Émilie, est-ce que tu es prête à le former au premier niveau de numérologie? Vu que j'avais bossé des heures et des heures dessus, je me sentais tout à fait apte à le faire. Mais je me suis dit, est-ce que tu vas être capable de lui proposer? Et est-ce que tu vas être capable de lui proposer ton prix aussi, ton tarif, tu vois? Parce que j'avais fait beaucoup de gratuits par le passé en réflexologie plantaire et je m'étais rendu compte que c'était une énorme erreur de travailler gratuitement, quoi. Donc je lui ai répondu assez rapidement. Je lui ai dit, écoute, ouais, il y a une super formatrice en numérologie quart d'heure de chez toi. Et voilà. Et il m'a dit, bah ouais, écoute, carrément, ça m'intéresse, bingo. Donc, du coup, c'était la première personne que j'ai formée. Mais si tu veux, tout s'est enchaîné comme ça, très, très. Donc, du coup, toutes tes peurs passées au niveau sécurité qui t'empêchaient de te remettre sur ce parcours d'entrepreneur, en fait, elles sont parties assez facilement, puisque tout s'est mis en place plutôt fluidement pour toi. Ouais, alors elles sont parties assez facilement. Elles reviennent me faire des petits coucous quand même de temps en temps. Ah. Sinon, ce serait pas drôle. Mais elles étaient toujours là, mais en fait, j'ai fait en sorte de moins les écouter, si tu veux, parce que j'ai compris que tant que j'étais dans le doute, tant que j'avais pas la foi de me dire, ben oui, c'est ça, tous les signaux sont en vert, tant que je continuais à douter, et j'ai compris avec mon thème, parce que dans ma boîte à outils, j'avais un 0 dans ma cassette, tu te souviens, la boîte à outils que je t'ai montrée, et ça symbolise que tu peux être tout le temps en train de remettre tout en question. Et je me suis dit, mais ok, j'ai ce karma en 7, je peux le transformer, je peux transformer ce 0 en soleil et arrêter de douter et y croire et me dire, ok, j'y vais. Et effectivement, à partir du moment où j'ai commencé à penser comme ça,
les choses se sont ouvertes. Je dis pas que maintenant, oui, ça y est, j'arrive à être que sur ce mode-là. Mais globalement, j'essaie de laisser moins de place au doute dans ma vie. D'accord. Et justement, alors pour les personnes qui visionneront cette vidéo, tu aurais un petit conseil à donner justement pour celles qui souhaitent changer de carrière, alors qu'elles soient dans la fonction publique ou un autre travail. Toi, tu as bien vu effectivement que tu avais besoin de donner du sens à ta vie et puis pas être juste dans le moule qu'on te demandait d'être et de jouer un rôle qui ne te correspondait pas. Il y en a beaucoup. Enfin, moi, je sais que là, on commence à en croiser pas mal. Enfin, moi, j'en croise pas mal sur mon chemin. Et à chaque fois, j'ai envie de leur dire, changez. Mais je sais aussi tous les freins qu'il y a et qui font que les gens passent ou non à l'action. Et justement, est-ce que toi, tu aurais un petit conseil sur comment se lancer? Qu'est-ce qui, pour toi, je sais pas, est-ce qu'il y a une difficulté que tu as dû relever et que tu as trouvé une solution qui t'a permis de passer à l'action par rapport à ton parcours? Moi, la première chose qui me vient, c'est de garder pour soi son rêve dans un premier temps, de vraiment le garder comme un précieux trésor à l'intérieur de soi, de le nourrir et de ne pas le montrer au monde trop rapidement. Parce qu'en fait, ce rêve-là, je vais parler pour moi, mais je dirais pour moi, mon rêve, j'étais la première à le mettre en doute, toujours ce fameux doute. J'étais la première à être dans l'auto-sabotage, à me dire oui, mais non, mais si tu fais ça, tu te rends compte, en plus, là, tu as un sacré poste, tout le monde le voudrait. Et du coup, ce petit rêve, en fait, alors moi, j'ai la chance dans mon environnement de pouvoir le partager et d'être soutenue, mais je pense que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et j'ai envie de dire, le garder précieusement ou le partager avec des gens qui vont le nourrir aussi comme on peut le faire soi-même. Parce que quand on a ces envies de changement, on peut être très vite déstabilisé par les peurs des autres, en fait. Et les autres vont projeter leurs peurs sur nous de façon tout à fait inconsciente et sans malveillance, hein, mais le changement fait toujours peur. Donc moi, je sais que si j'avais annoncé publiquement à mes collègues, oui, mais moi je vais arrêter, je vais partir de la fonction publique, je vais me mettre à mon compte, mais je ne sais pas ce que je veux faire, les gens m'auraient dit, mais Émilie, tu te rends pas compte, mais avec le poste que tu as, tu peux pas. Et puis en plus, quand même, tu as la sécurité de l'emploi, et puis tu as un salaire ceci, machin. Et tu vois, je l'ai gardé pour moi et j'ai continué à jouer le jeu de oui, bon, là, bon, là, la transition était toute faite, si tu veux, il y avait le bébé qui était là, donc je me cachais derrière ça. Mais moi, je pense que voilà, quelqu'un qui serait dans un cas qui n'a pas forcément tout de suite derrière une transition comme ça, c'est vraiment de construire ce rêve, de le garder, de le nourrir, de lui donner de l'aplomb et pas de tout de suite le présenter au monde, parce que je pense qu'on est vraiment les premiers à s'auto-saboter et à se mettre en doute, et on n'a pas besoin en plus de rajouter la peur des autres par-dessus, tu vois. Oui, c'est un très très beau conseil, effectivement. Je te rejoins beaucoup là-dessus. Parce qu'il y a tout, j'aime beaucoup, moi aussi j'ai fait ce travail en fait, que j'appelle ce travail en terre, où je vais semer ma graine et puis je la laisse germer, je la laisse pousser tranquillement sans que personne ne voie, mais qui est très très important effectivement quand on se lance dans un nouveau projet. Moi j'ai cultivé, si tu veux, pendant tout ce temps-là où je ne savais pas où je devais aller, mais je savais quand même que je devais sortir de ce système et faire quelque chose par moi-même. Pendant tout ce temps-là, j'ai entretenu ça, j'ai cultivé, j'ai écouté des interviews d'entrepreneurs inspirants. Je ne sais combien d'heures j'ai pu écouter des gens comme ça en me disant mais oui, mais c'est exactement comme ça que j'ai envie de vivre. Ils sont chacun en train de dire qu'ils vivent leur vie de leur rêve. Et ça me portait, si tu veux. Ça me portait et en même temps, ça m'énervait parce que je me suis dit, mais si c'était si simple que ça, pourquoi moi, j'y serais pas déjà non plus, tu vois. Donc, il y avait aussi cette ambivalence. Mais en même temps, j'écoutais ces gens et je me suis dit, mais c'est comme ça, c'est comme eux que j'ai envie d'être, c'est cette vie-là que j'ai envie de me construire. Et c'est à force
d'écouter, de vraiment saturer mon esprit de ce nouveau possible qui pouvait se présenter, que finalement ça s'est arrivé et tout s'est enchaîné simplement. Mais je pense que avec du recul, je me dis, ouais, probablement que j'aurais dû m'accorder plus de bienveillance vis-à-vis de moi-même parce que j'étais tellement impatiente de vouloir y arriver que je pouvais très vite être en mode culpabilité, autoflagellation. Et j'ai envie de dire aux gens qui vont regarder cette interview, mais donnez-vous du temps, restez bienveillant avec vous-même. Et puis, ok, l'essentiel, c'est de prendre conscience que le changement est là et qu'il n'arrivera peut-être pas aussi vite que ce qu'on a envie, ce dont on a envie, mais tant qu'il est là, on peut vivre les choses en conscience. Moi, tant que j'ai pris conscience, à partir du moment où j'ai pris conscience que j'avais envie de changer de mode, j'arrivais au travail avec le sourire, avec la banane, parce que je savais que j'y étais pour quelques temps, mais que j'allais passer à autre chose. Et du coup, c'est vraiment l'état d'esprit, en fait. C'était changer d'état d'esprit et me dire, OK, c'est possible. Je ne sais pas encore comment. Mais ce que je fais aujourd'hui, je sais que c'est une phase transitoire et j'arrête de m'autoflageller et j'arrête de partir en pleurant au boulot chaque matin parce que je suis victime de ma vie et que c'est horrible et que je voudrais bien être ailleurs. Et voilà, enfin, à un moment donné, c'est moi qui les ai passés les concours, c'est moi qui me suis battue pour avoir cette place. Donc, je vais jusqu'au bout de l'aventure, je joue le jeu jusqu'au bout et à un moment donné, je vais essayer de construire autre chose. Mais c'est bien effectivement que tu insistes sur cette patience. D'ailleurs, tu en parlais déjà tout à l'heure dans l'interview. C'est super important effectivement de se dire que tout va pas se mettre en place comme ça sur un claquement de doigts et qu'il faut se laisser le temps, à chaque chose de prendre sa place et là où elle doit être, quoi. Ouais. Et on est souvent dans l'impatience, mais on est tous pareils, en train de se dire mais ça vient pas, bah alors c'est que c'est pas bon ou que voilà. Mais justement, en gardant cette bienveillance de se dire ok, c'est pas parce que ça arrive pas là tout de suite que ça va pas se mettre en place. Oui, c'est ça, c'est accepter la transition, être patient et ne pas laisser la place au doute. C'est pas parce que ça se fait pas tout de suite, au moment où on a décidé qu'on avait envie de changer de carrière, envie de changer de boulot, envie de changer de mode de vie, je ne sais quoi, la graine est semée, comme tu dis, et elle va pas pousser du jour au lendemain, en fait. Exactement. Il faut du temps. Et comment arroser cette graine? Avec de la patience, avec de la bienveillance. Et avec la foi aussi, la foi que elle va pousser et qu'elle va devenir une belle plante ou un bel arbre, tu vois. Oh, c'est super, merci beaucoup Émilie pour ce partage. Alors du coup, on va mettre, on mettra les liens pour te retrouver sous la vidéo. Donc toi, tu proposes concrètement actuellement donc des thèmes en numérologie et puis des formations du coup. Je ne l'ai pas encore annoncé, Cécile. Ah pardon. Ouais. Non, mais c'est bien comme ça, c'est en cours. Mais je voulais en parler, t'en fais pas. C'est prévu pour le mois de décembre. D'accord, c'est demain. J'ai déjà commencé. C'est demain, hein, c'est ça, t'as vu? Ouais, c'est ça. En décembre, je vais commencer à en parler publiquement sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai déjà commencé à former. Et puis, je me régale en fait à former. Mais alors, j'ai formé de façon individuelle, puis après, j'ai réuni les gens pour faire des ateliers en groupe, pour qu'on puisse s'entraîner ensemble à analyser des thèmes. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'adore le travail de groupe. Enfin, je trouve ça super chouette. J'avais déjà connu ça par le passé dans mon boulot, mais pas en lien avec la numérologie. Et je me dis, ouais, là, Émilie, c'est le moment. Au mois de décembre, tu vas parler de ta formation et on va constituer un groupe pour le mois de janvier. La vidéo va arriver à point puisqu'elle paraîtra au mois de décembre, donc elle sera juste d'actualité. C'est chouette. En tout cas, je te remercie beaucoup, Émilie, et puis je te souhaite une bonne continuation dans ton projet, et puis à une prochaine fois. Merci, Cécile. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci pour cette opportunité de m'exprimer. Et j'espère avec plaisir. Ça va inspirer beaucoup de personnes qui écouteront cette interview. Tout est possible.
Eh ben exactement, c'est ma devise. Merci Émilie, à bientôt, au revoir. Avec plaisir. À bientôt, Cécile.